Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver à la une de l'actualité ce lundi. Après la fête, le recyclage. Les Jeux Olympiques 2024 ont été clôturés, laissant de nombreux éléments de décor derrière eux. Au Fénois, ils seront récupérés et upcyclés par la Fondation FAS. Alors que certains lauréats de concours de l'éducation nationale font leur rentrée au Fénois, d'autres font leur valise pour l'Hexagone. C'est le cas de Hiriata Irihau, une future chef d'établissement originaire de Raiatea. La rentrée des classes et la situation des stagiaires de l'éducation, nous en parlerons justement avec notre invité, le ministre Roni Teripaya, est sur notre plateau. Puis nous irons à Hawaï où se tiendront les championnats du monde de Va'a. Parmi les 3000 athlètes inscrits, la délégation tricolore qui est menée par la rameuse de Huahine, Iloha Echen. Les JO 2024 ont été clôturés en grande pompe à Paris. Après la fête, que fait-on des restes? Au Fénois, la Fondation FAS va donner une seconde vie aux drapeaux, bâches, oriflammes qui ont habillé ces Jeux. Une démarche écologique et sociale dont nous parlent Valentine Vassel et Mireille Teato. Vert, bleu, rose et mauve, des tons pastels qui ont marqué ces 3 dernières semaines de prouesses sportives et qu'il faut maintenant recycler. Mâts de drapeau, bâches, kakémono ou encore cadres en aluminium, nombreux sont les restes des Jeux Olympiques au Fénois. Des structures réutilisables que Tahiti Sign, fournisseur officiel de Paris 2024, a redistribuées aux associations. Objectif, éviter une destruction coûteuse et un impact environnemental. Contactée pour une grosse commande, la fondation FAS Polynésie s'est jetée sur l'occasion. Ici, on transforme les affiches publicitaires en fournitures scolaires. Ils ont souhaité qu'on fasse 1000 trousses et 1000 cartables pour des jeunes des quartiers prioritaires. Et donc ça va vraiment dans les valeurs de FAS. Donc on s'est dit, on y va. Au total, la Fondation a déjà récupéré 36 bâches d'1 mètre sur 3, 3 grandes bâches d'1 mètre sur 4 et une centaine d'oriflammes. On répertorie déjà nos bâches, on prend les photos, on répertorie les tailles. Et après, une fois qu'on a fait ça, on les nettoie. Et on patronne énormément, donc on a des sacs à dos, des lunchbox, on a pas mal de choses, on a un catalogue bien varié. Et donc on positionne les patrons, on découpe et après on passe à l'assemblage. Dans certains cas, les matières premières utilisées n'en sont pas à leur seconde, mais plutôt à leur 3e vie. Une grosse partie du matériel qu'on a utilisé, c'est déjà fait avec du plastique recyclé. Donc, par exemple, on utilise du Akiprint, c'est un support rigide qui est fait à base de PVC recyclé. On a du matériel comme sur la barrière de la Tour des Juges, c'est du tissu recyclé. Et là, entre guillemets, ça va être re-recyclé pour autre chose. Une démarche qui se veut éco-responsable et solidaire au profit de la jeunesse, puisque l'atelier Upcycling est composé d'une dizaine de jeunes en service civique ou en apprentissage. C'est un grand honneur de pouvoir donner une seconde vie aux affiches publicitaires des JO parce que ce n'est pas n'importe quel événement. C'est quand même, ça a été fédérateur pour tout le pays, mais aussi de se dire que voilà, ce sont des potentiels déchets qu'on a épargnés et qu'on a donné une seconde vie pour faire bénéficier notre population et surtout les enfants de Tahiti. Les fournitures scolaires seront distribuées fin septembre à des écoles sélectionnées par Tuaro Nui. Mais on pourrait aussi retrouver d'autres matériaux hérités des Jeux Olympiques sur le catwalk de la Tahiti Fashion Week. Elle est sur toutes les bouches, la rentrée scolaire. Elle ne se fera pas au Fénois pour tous les Polynésiens. À l'instar de Hiriata Irihau, enseignante à Raiatea, cette jeune femme a réussi le concours national pour devenir chef d'établissement. Elle s'envolera dimanche pour un stage en Normandie. Jessica Doucet l'a rencontrée avec sa petite famille. Reportage. Vous voyez les enfants, donc là ça va être notre future maison. Sur ce petit écran, Hiriata présente à sa famille la maison de fonction qu'ils occuperont à partir de la semaine prochaine en métropole. Il y a quelques semaines, elle réussissait le concours d'entrée pour devenir chef d'établissement dans un collège. Elle fait partie des 600 candidats à l'échelle nationale retenus sur les 3500 inscrits au départ. Une fierté pour cette jeune Polynésienne de 38 ans. Je suis affectée dans un collège de 530 élèves en tant que principale
adjoint. Donc pendant une année, donc je serai en Normandie, c'est ça. Et donc pendant une année, je serai stagiaire. Et ensuite, la deuxième année, je dois faire une deuxième année pour pouvoir prétendre à un mouvement. Hiriata a déjà 14 années d'expérience dans l'enseignement, institutrice en 2010 puis professeure des écoles, directrice d'école en 2016 sur l'atoll de Ahé. Ambitieuse, c'est de retour sur son île natale Reiatea qu'elle décide de se lancer à un autre défi. En fait, en tant qu'enseignant, on a toujours envie de faire plus. Au niveau de la satisfaction personnelle, j'ai toujours envie en fait de faire plus. Et donc c'est ça en fait qui m'a poussée à toujours relever des défis. Cette réussite, elle le partage avec ses proches. Pour son époux qui l'accompagnera quelques mois, c'est un sacrifice qui en vaut la peine. On aime bien faire des défis, on aime passer des concours, tout ça, réussir chaque défi. Aujourd'hui, ouais, je réalise que on n'aurait pas dû s'engager, quoi. Mais voilà, on y va. Sans regret. Voilà, sans regret, on le fait. Nouvelles aventures, nouvelles destinations, Hiriata aborde ce séjour non sans certaines appréhensions. Alors ce que je redoute un peu, c'est qu'on ne m'accepte pas comme je suis en tant que Polynésienne. Je ne connais pas trop la mentalité des gens de là-bas, mais je suis prête un peu à m'imposer quand même, à un peu apporter du soleil dans leur vie, mais aussi à m'adapter à eux. Tu gardes espoir de revenir? Le ministre m'a beaucoup rassurée dans cette optique-là, en me disant qu'il y a beaucoup de postes disponibles ici en Polynésie française et je sais qu'ils vont beaucoup m'aider pour pouvoir revenir dans 2 ans. Hiriata et sa famille s'envoleront dimanche prochain. En Polynésie, 2 candidats ont été retenus sur 30. Voilà, les élèves ne sont pas les seuls à faire leur rentrée. Roni Teripaya, monsieur le ministre, on poursuit sur ce sujet avec vous en plateau. Bonsoir. Bien. Alors, on vient de voir le portrait d'une lauréate au concours de chef d'établissement. Pour eux, ce sont 2 ans obligatoires dans l'Hexagone. Ils bénéficient d'une indemnité compensatoire sur la première année. Et vous comptez demander à étendre cette indemnité compensatoire, c'est bien ça? Tout à fait. D'abord, je tiens à les féliciter puisque ce sont 2 à avoir réussi ce concours. Effectivement, c'est une question qui pose problème, notamment pour ceux qui sont dans l'Hexagone. Parce que c'est difficile de bénéficier de cette indemnité compensatoire juste pour une année. Donc nous, au niveau du ministère de l'Éducation et du gouvernement, on a décidé à l'étendre pour la deuxième année puisqu'ils doivent rester 2 ans. Est-ce qu'un jour, vous allez demander à ce que ce personnel, ces futurs cadres, effectuent leur stage ici en Polynésie? C'est déjà prévu, on en a déjà discuté l'année dernière lors du dialogue de gestion. Ça n'a pas abouti, mais on ne lâche pas. Et donc, on remettra ça sur la table de discussion au prochain dialogue de gestion au mois d'octobre. Là, on parle des futurs cadres, mais ces derniers jours, on a beaucoup parlé des lauréats au concours d'enseignement, notamment ceux affectés dans l'Hexagone pour leur année de stage. Votre gouvernement est intervenu pour que 8 stagiaires CAPES puissent effectuer leur stage au Fénois. Ce ne sont pas les seuls à avoir formulé cette demande. Une stagiaire CAPES a également, et ce n'est pas la première fois qu'il y a polémique autour d'une telle situation. Que pourriez-vous faire de plus pour éviter que cela ne se reproduise ? Alors, éviter que cela ne se reproduise, c'est une question difficile à laquelle je ne pourrais pas répondre là d'emblée, puisque il faut savoir, d'abord il faut recentrer les choses dans le contexte, puisque cette année, nous avons 67 lauréats au concours du secondaire. L'année dernière, il y en a eu 38, c'était beaucoup plus facile à gérer. On a pu obtenir, on a les postes pour la plupart d'entre eux, mais il faut savoir aussi que dans certaines filières, elles sont saturées. Donc, les postes sont créés en fonction des besoins, en fonction du nombre d'élèves, des élèves qui demandent justement à suivre ces enseignements-là. Mais on ne peut pas mettre des enseignants s'il n'y a pas d'élèves en face. Donc, les 14 lauréats de concours qui sont concernés, sont obligés de se rendre en France. On a réussi à maintenir 8 d'entre eux parce que les postes existent, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a également des stagiaires qui, eux, souhaitent partir dans l'Hexagone pour effectuer leur stage? Oui, c'est vrai qu'il y en a qui souhaitent partir en France, justement pour vivre une nouvelle aventure, pour acquérir beaucoup d'expérience. Et c'est le cas aussi, il y en a qui peut-être pensent que ceux qui ont des familles, il est préférable de leur laisser la place ici au Fénois, et je trouve que c'est très bien. Et le pays les accompagne, ces stagiaires partis dans l'Hexagone? Alors, il n'existe pas d'aide, justement, c'est malheureux à le dire, mais on est en réflexion pour penser qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement aider nos enfants. À compter de la prochaine rentrée scolaire?
La rentrée des classes, justement, c'est demain ou les jours qui suivent, hein, selon les établissements. Elle est marquée par de nouveaux rythmes scolaires. Étant prêts, les communes sont-elles prêtes? Les parents sont-ils prêts? Écoutez, quand il y a une réforme qui se met en place, il est difficile de se prononcer tout de suite parce qu'il faut d'abord que ça s'applique. Et en fonction du déroulement des différents contextes, des différentes situations, on pourra se prononcer. Quoi qu'il en soit, on laisse du temps aux choses de s'installer et on laisse jusqu'au mois de décembre pour voir éventuellement quels sont les ajustements. Vous savez parfaitement que lorsqu'on met en place une réforme, ça ne change pas comme ça du jour au lendemain. Il y a toujours des ajustements à faire. Et je rappelle que le statut de l'autonomie ne s'est pas fait en un jour. Il y a toujours eu des modifications, des ajustements, des améliorations pour faire en sorte que ça se passe mieux. Et du côté des communes, charge à elles, si elles le souhaitent, de mettre en place des activités périscolaires, se pose la question des financements. Comment accompagner les communes? Alors, s'agissant de l'accompagnement des communes, au niveau du ministère de l'Éducation et du ministère de la Jeunesse et des Sports, on a décidé de conditionner les demandes de subvention des associations sportives et culturelles justement pour répondre aux besoins des activités périscolaires des élèves. C'est vrai qu'il y a des associations aussi de jeunesse qui sont chargées déjà et on en a déjà discuté avec notamment l'UPJ, comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place et certaines associations culturelles. C'est vrai que les communes ne sont pas obligées de mettre en place des activités périscolaires, mais il y a beaucoup de communes qui jouent le jeu et je les en remercie. Avant cette rentrée, on évoquait une migration des élèves du public vers le privé. Est-ce que la tendance est confirmée? Alors ça, c'est un mythe. Il faut arrêter avec ce genre de spéculation qui n'en finissent pas. Même à mon époque, il y a beaucoup de parents qui voulaient inscrire leurs enfants dans l'école privée. Chacun est libre d'emmener leurs enfants dans les écoles qu'ils veulent. C'est vrai qu'avec ce nouveau rythme scolaire, on a l'impression que tout le monde, il y a un exode massif vers les écoles privées. Ce n'est pas vrai du tout. C'est juste que les écoles privées ont un fonctionnement particulier par rapport au rythme scolaire, tout simplement. Monsieur le ministre, une dernière question. Cette rentrée se fait dans un contexte particulier vous concernant. Vendredi, vous avez été mis en examen pour provocation à la discrimination pour des propos tenus en novembre dernier dans le quotidien Tahiti Info. L'information se poursuit et vous n'êtes pas seul à être visé. Oscar Temaru et Tapati Mitema également. Un commentaire. Mais je n'ai pas de commentaire particulier. Moi, je n'ai fait que répondre à une question qui m'a été posée, tout simplement. C'est le mot mutisme qui me vient à l'esprit, en fait. J'ai l'impression qu'on a envie de nous museler encore, là, comme d'habitude. On n'a pas le droit de s'exprimer. Pourtant, il me semble qu'on fait partie d'un des pays, je parle de la France, où la liberté d'expression est très mise en valeur, donc elle est mise en exergue, et je n'ai fait que donner un ressenti. C'est un ressenti que j'ai exprimé, d'ailleurs je l'ai dit au juge, c'est un ressenti collectif tout simplement. Voilà, c'est ça. Pateriho, merci pour ces réponses et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Roro. Et au volet social, les perturbations continuent à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Après ADT, les entreprises de sûreté aéroportuaire, des préavis de grève ont été déposés ce week-end par l'intersyndicale CSTPFO, CSIP, O'Oeto Oerima et Otei dans les 3 compagnies locales, Air Tahiti Nui, Air Moana et Air Tahiti. Des préavis qui ont surpris une majorité de salariés et même des représentants syndicaux. Une rencontre a eu lieu cet après-midi entre la direction d'Air Tahiti et l'intersyndicale. On écoute la réaction de Cyril Legaïc pour la CSIP à l'issue de cette première rencontre. Nous avons parcouru tous les points, tout ça. Et là, la direction va se retirer pour nous faire une proposition. Et on doit se revoir mercredi. C'est selon les propositions qu'elle va nous faire sur les 5 points. Les points, on a débattu un par un, tout ça. Et bon, il y a des réponses un peu favorables, d'autres défavorables. C'est normal, c'est ça les discussions. Donc on va voir sur l'écrit. Pour nous, c'est l'écrit, c'est pas les paroles. Il peut nous dire aujourd'hui c'est bon et demain dans l'écrit c'est pas bon. Donc c'est ça. Donc on attend la rédaction et on se revoit mercredi. Du côté d'Air Tahiti Nui, le secrétaire général du syndicat Tamar Air Tahiti Nui, Atiaimua, affilié à la confédération syndicale du même nom, nous a indiqué cet après-midi se désolidariser de ce préavis de grève. Environ 75% des PNC sont affiliés à Atiaimua chez ATN. Retrouvez un article plus détaillé sur notre site tntvnews.pf.
Côté sport, plus que quelques jours avant le top départ des championnats du monde de Va'a à Hawaï. Près de 3000 athlètes sont inscrits, toutes catégories confondues. Parmi eux, la rameuse de Huahine, Loha Echen, qui mène la délégation française. Reportage de Zeynep Anachi et Olivier Huc. Les 20 rameurs et rameuses de l'équipe de France prennent doucement leur marque sur le sol hawaïen avant le début de la course. Arrivée en tête lors des championnats de Londres en 2022, la délégation tricolore est plutôt confiante. Les objectifs de se faire plaisir, c'est de prendre de l'expérience, c'est tout nouveau chez nous. Voilà, s'amuser. En toute humilité, on a grand espoir sur notre championne Iloa Echen. La sportive originaire de Huahine a été sacrée championne des Jeux du Pacifique en 2019 et de la course de Te Aito en 2022 ainsi qu'en 2023. Installée dans l'Hexagone depuis quelques années, elle souhaite démocratiser la course de Va'a sur ce territoire. On est plusieurs à travailler sur justement relancer un peu le Va'a vitesse en métropole. L'idée c'est vraiment d'être là, de prendre la mesure du niveau international, de ce que c'est qu'une course de vitesse. Donc de toute façon tous les résultats seront bons et l'idée c'est que ça se passe très bien, que tout le monde prenne du plaisir, qu'on essaye d'être performant, professionnel et puis qu'on essaye de dynamiser au plus la discipline. Pour espérer décrocher une médaille, les Français auront tout de même des adversaires de taille. Les Néo-Zélandais favoris de la course, mais aussi les Hawaïens et les Tahitiens. On quitte les mers du Pacifique pour la Réunion dans l'océan Indien sur les pas de Teva, l'unique tatoueur marquisien de l'île. Sur place, il fait rayonner son art et sa culture avec un point d'honneur sur l'authenticité. Un portrait signé Camille Chatillon. Normalement, on se fait tatouer chez nous, c'est pour passer de l'âge adolescent à adulte. Une session de tatouage pour transmettre ses origines marquisiennes. Ici, pas de couleur, que du noir et blanc, dans le respect de la tradition. Il y a une phrase au marquise qui dit « Akave teatao tenua enana ». Ça veut dire envoyer l'image de l'île en faisant perpétuer dans les traditions du tatouage, de la musique et de la danse. Ça, c'est important. Un tatouage chargé de sens pour Magali. L'idée de départ, c'était dans la plume, de représenter ma famille, plus particulièrement mes enfants, et les lier, parce que ce sont, avec l'idée de la force, parce que ce sont eux ma force au quotidien. Tout au long de la séance, l'échange se poursuit autour de la signification de cette plume polynésienne. Est-ce que tu as une préférence de l'endroit où tu veux mettre l'amour? Et des messages que cette cliente souhaite graver à jamais. Les enfants suivant le sexe aussi, garçons et filles, on traduit sous la forme de petits motifs. On appelle ça chez nous en marquise des tiki. Tous ces motifs-là, ils sont tirés d'un motif qu'on appelle la croix marquisienne. C'est par là qu'on peut savoir si vraiment c'est un Polynésien qui l'a fait. Choisir le tatouage marquisien était donc une évidence pour cette mère de famille. Je trouve que ça représente vraiment l'histoire d'une personne. On peut y mettre beaucoup de sens, beaucoup de signification à travers tous les différents symboles. Et c'est beau, et ça a une histoire. Après 3 heures d'attente, Magali découvre enfin le fruit du travail de Teva. Il y a tous les différents éléments, et tout en finesse. C'est délicat, c'est parfait. Avec ce nouveau tatouage, il laisse une nouvelle fois une petite touche des îles Marquises, gravée à jamais, à des milliers de kilomètres de son île natale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, Coq Studio Live est de retour avec des prestations inédites, tout comme votre émission Bien dans son faré, les conseils de Noémie. Puis votre série La Recrue. Et enfin, enquête exclusive fait le focus sur la star qui fait trembler Donald Trump, Taylor Swift. Excellente soirée à tous. À demain sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.